4 générations. 4 parcours de vie radicalement différents. Et pourtant, une seule et même erreur financière. Une erreur si profonde qu'elle se transmet comme un héritage invisible et que vous êtes probablement en train de commettre en ce moment même, sans même vous en rendre compte. Je suis Elon, votre compagnon vers la liberté financière, et aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble le piège le plus dangereux qui soit en matière d'argent. Celui que personne ne vous enseigne à l'école, que vos parents n'ont pas su vous transmettre, et que chaque génération continue de répéter aveuglément. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment l'identifier dans votre propre vie et comment vous en libérer pour de bon. Vous voulez savoir ce qui est vraiment fascinant? Le problème, ce n'est pas que les gens manquent d'argent. Ce n'est pas que les salaires sont trop bas ou que la vie coûte trop cher. Non. Le vrai problème, c'est que la majorité des gens confondent deux choses fondamentalement différentes, le signal et la substance. Le signal, c'est l'apparence de la réussite. C'est la belle voiture garée devant la maison, le restaurant étoilé partagé sur les réseaux sociaux, le dernier smartphone sorti il y a 3 jours. La substance, en revanche, c'est ce qui ne se voit pas. Ce sont les actifs réels, les investissements, l'argent qui travaille pour vous pendant que vous dormez. Et le piège, c'est que plus vous dépensez pour prouver que vous réussissez, moins il vous reste d'argent pour réussir véritablement. Pour bien comprendre à quel point cette erreur est universelle, je vais vous raconter 4 histoires. Vous verrez que, malgré des contextes totalement opposés, elles mènent toutes au même résultat. Il y a de fortes chances que vous vous reconnaissiez dans au moins l'une d'entre elles. Commençons par Robert. Robert a 68 ans. C'est un baby-boomer qui a grandi avec une conviction absolue, martelée par ses parents et par la société. La pierre est le seul vrai chemin vers la sécurité financière. Dans les années 70, Robert achète sa maison pour 30 000 €. À l'époque, c'est un investissement raisonnable. Mais voici ce qui se passe ensuite. Chaque euro qu'il économise, il l'injecte dans cette maison. Il rembourse son crédit avec une obsession presque religieuse. Il rénove la cuisine, puis la salle de bain, le jardin, le garage. Il agrandit une pièce, refait la toiture, change les fenêtres. Pendant 40 ans, cette maison a tout absorbé. Aujourd'hui, elle vaut 500 000 €. Sur le papier, Robert est riche. Mais dans la réalité, il a 10 000 € d'épargne. 10 000 € pour financer sa retraite. Réfléchissez-y un instant. Robert est riche sur le papier, mais pauvre dans la vie. Pour vivre sa retraite, il n'a que 2 options. Soit vendre sa maison, celle où il a passé 40 ans, celle où ses enfants ont grandi, soit s'endetter à nouveau, à 68 ans. Voilà le piège de l'immobilier quand il devient une obsession. Votre maison n'est pas un actif si elle ne génère aucun revenu. C'est un toit au-dessus de votre tête. C'est précieux, mais ce n'est pas un plan de retraite. Robert a passé 40 ans à choisir entre le parquet en chêne et le parquet en noyer, alors qu'il aurait dû choisir entre un fonds indiciel et de l'immobilier locatif. Mais bon, au moins sa cuisine est magnifique. C'est déjà ça. L'histoire de Robert est parlante, mais celle de Karen va peut-être vous toucher de plus près. Passons à Karen. 52 ans, génération X, celle qui a grandi avec la culture de la réussite en entreprise. Karen a commencé sa carrière avec 40 000 € par an. Aujourd'hui, elle en gagne 150 000. En apparence, c'est une belle réussite. Mais voici le piège dans lequel elle est tombée. Un piège si subtil que la plupart des gens ne le voient même pas. À chaque promotion, à chaque augmentation, Karen a ajusté son style de vie dans les mêmes proportions. Quand elle gagnait 40 000 €, elle vivait dans un petit appartement avec une voiture d'occasion. À 70 000, elle a déménagé dans un appartement plus grand. À 90 000, c'était une maison en banlieue. À 120 000, les enfants sont entrés dans des écoles privées. À 150 000, il y avait 2 voitures de luxe dans le garage. Karen a fait exactement ce que la société attendait d'elle. À chaque augmentation, elle a coché la case suivante sur la liste du bonheur, version catalogue. Appartement, maison, voiture, deuxième voiture. Il ne manquait plus que le chien de race et la piscine pour compléter le tableau. Résultat, son taux d'épargne est resté bloqué à 10% toute sa carrière. 10% quand elle gagnait 40 000, 10% quand elle en gagnait 150 000. L'écart entre ce qu'elle gagne et ce qu'elle dépense ne s'est jamais creusé. On appelle ça la dérive du style de vie, et c'est le piège le plus courant des hauts revenus. Karen gagne beaucoup d'argent, mais elle n'est pas riche. Parce que la richesse, ce n'est pas ce que vous gagnez, c'est ce que vous gardez. D'ailleurs, si vous êtes honnête avec vous-même, est-ce que l'histoire de Karen ne vous rappelle pas un peu la vôtre? Même un tout petit peu? Attendez, car l'histoire suivante va vous surprendre autrement. Marcus a 38 ans. C'est un millénial, et sa génération a grandi avec une philosophie séduisante. Les expériences valent mieux que les biens matériels. Sur le principe, c'est une idée magnifique. Pourquoi accumuler des objets quand on peut accumuler des souvenirs? Marcus a pris cette philosophie très au sérieux. Il a voyagé dans 40 pays, fait des festivals sur tous les continents, goûté des plats dans des marchés de nuit en Thaïlande, vu le lever du soleil sur le Machu Picchu, dansé au carnaval de Rio.
Et bien sûr, il a documenté chaque instant sur les réseaux sociaux. Son profil Instagram est une vitrine extraordinaire. Si les souvenirs étaient une monnaie, Marcus serait multimillionnaire. Sauf que les souvenirs ne sont pas une monnaie. Voici la réalité que personne ne veut entendre. À 38 ans, Marcus n'a aucun actif tangible. Pas d'immobilier, pas d'épargne solide, pas d'investissement. Ses photos de coucher de soleil à Bali ne génèrent pas de dividendes. Son tampon de passeport ne paie pas son loyer. Et quand il aura 60 ans, aucune compagnie aérienne ne lui offrira une retraite parce qu'il était un client fidèle. Marcus est financièrement vulnérable et il commence seulement à le réaliser. Le piège des expériences, c'est de confondre une vie riche en émotions avec une vie financièrement solide. Les deux ne sont pas incompatibles, mais l'un ne remplace pas l'autre. Et enfin, il y a Zoé. Honnêtement, son cas est peut-être le plus troublant de tous. À 24 ans, elle appartient à la génération Z, et c'est précisément ce qui rend sa situation si intéressante. Zoé comprend la finance. Elle suit des influenceurs spécialisés, maîtrise les concepts d'intérêt composé, de diversification et d'investissement passif. Elle pourrait vous expliquer la différence entre un ETF et un fonds actif les yeux fermés. Pourtant, malgré tout cela, Zoé tombe dans le même piège que toutes les générations précédentes. Sauf que le sien porte un nom différent, l'esthétique performative. Zoé dépense la quasi-totalité de ses revenus pour maintenir une image irréprochable sur les réseaux sociaux. Vêtements de marque, maquillage haut de gamme, appartements décorés comme dans un magazine, brunch photogénique. Son intérieur ressemble à une publicité pour une enseigne scandinave et son dressing ferait pâlir d'envie n'importe quelle influenceuse mode. Mais son compte en banque, lui, n'a absolument rien de photogénique. Tout est calibré pour projeter une image de réussite et de sophistication auprès de ses pairs. Zoé sait qu'elle devrait investir. Elle connaît la théorie sur le bout des doigts, mais la pression sociale est plus forte que ses connaissances. Elle privilégie le signal immédiat, la validation sociale et le nombre de likes, plutôt que la substance à long terme. C'est sans doute le cas le plus tragique des quatre. Zoé a les connaissances, l'information et l'accès aux outils. Mais savoir et faire sont deux choses fondamentalement différentes. Prenons maintenant un peu de recul. Pourquoi 4 personnes de génération et de contextes différents tombent-elles toutes dans la même erreur fondamentale? La réponse est biologique. Nous sommes des créatures sociales, programmées par des millénaires d'évolution pour signaler notre statut au sein du groupe. Il y a 10 000 ans, ce signal passait par la force physique, les talents de chasseur ou l'étendue d'un territoire. Aujourd'hui, il passe par la consommation visible. La voiture que vous conduisez, le quartier où vous habitez, les vêtements que vous portez, les lieux où vous sortez. C'est exactement le même mécanisme biologique, simplement transposé dans un contexte moderne. Et voici le paradoxe cruel. Plus vous dépensez pour paraître riche, moins vous avez les moyens de le devenir réellement. Chaque euro dépensé pour afficher votre succès est un euro qui ne travaille pas pour vous. Il ne génère pas d'intérêt composé, ne produit pas de dividendes et ne bâtit pas votre liberté. Vous achetez littéralement l'illusion de la richesse au prix de la richesse réelle. Si cette analyse vous parle, mettez un pouce bleu pour aider cette vidéo à toucher ceux qui en ont besoin. Alors, comment s'en sortir? Comment briser ce cycle que chaque génération répète? Je ne vais pas vous servir les conseils classiques entendus 1000 fois. Pas de « faites un budget » ou « arrêtez le café à 4 euros ». Non, je vais vous proposer 5 changements de perspective qui vont transformer votre rapport à l'argent. Et le premier risque de vous déranger. Premièrement, cessez de vous demander « est-ce que je peux me le permettre ?» et commencez à vous demander « est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de ma liberté ?» Ce sont deux questions radicalement différentes. La première vérifie simplement que votre compte ne passera pas dans le rouge. C'est la barre la plus basse qui soit. C'est comme demander « est-ce que ce plat est toxique ?» au lieu de « est-ce que ce plat est bon pour ma santé ?» Techniquement, vous pouvez manger des chips tous les jours sans mourir sur le coup, mais ce n'est pas la bonne question. Essayez pendant une semaine. À chaque fois que vous sortez votre carte, demandez-vous si cet achat travaille pour vous ou si vous travaillez pour cet achat. Vous verrez, ça change tout. Deuxièmement, rendez l'épargne invisible. On vous a toujours dit de vous payer en premier. Et c'est un excellent conseil. Mais allons plus loin. Ouvrez un compte dans une banque différente de celle que vous utilisez au quotidien. Programmez un virement automatique le jour où votre salaire tombe, 20 ou 30%, selon vos capacités, et supprimez l'application de cette banque de votre téléphone. Pourquoi? Parce que ce que vous ne voyez pas, vous ne le dépensez pas. L'argent qui stagne sur votre compte courant est condamné. Il finira dans un restaurant, un achat impulsif ou un abonnement oublié. L'argent invisible est de l'argent sauvé. Troisièmement, et c'est ce qui sépare vraiment les riches de ceux qui gagnent simplement bien leur vie. Quand vos revenus augmentent, ne changez rien à votre style de vie. Pas d'un centimètre. Imaginez que vous gagnez 3 000 € et que vous recevez une augmentation de 500 €. La réaction classique? Un meilleur appartement, plus de restaurants, un voyage en plus. La réaction intelligente? Continuez de vivre exactement comme avant et investissez ces 500 € chaque mois.
Sur 10 ans, avec un rendement annuel de 7%, cela représente plus de 85 000 €. Juste avec une augmentation que vous n'avez même pas touchée. Karen aurait dû entendre ça il y a 20 ans. L'écart entre vos revenus et vos dépenses, c'est votre vitesse de libération. Plus il est grand, plus vite vous échapperez à l'orbite du travail obligatoire. Quatrièmement, acceptez d'être le radin du groupe. Je sais, c'est difficile. En France, on n'aime pas parler d'argent, mais on adore juger ceux qui ne dépensent pas comme les autres. Votre collègue qui change de voiture tous les 3 ans lèvera un sourcil en voyant que vous roulez toujours dans la même Clio. Vos amis trouveront étrange que vous ne partiez pas à Mykonos cet été. Votre famille s'inquiétera. Laissez-les faire. Voici un secret. Ceux qui vous jugent aujourd'hui pour votre sobriété seront les mêmes qui vous demanderont des conseils financiers dans 10 ans. Sauf qu'à ce moment-là, vous aurez la liberté de choisir, tandis qu'ils seront encore en train de courir après le prochain signal à envoyer. Cinquièmement, faites travailler chaque euro épargné. Pas sur un livret à 2% qui ne couvre même pas l'inflation. Placez-les dans des fonds indiciels à faible frais pour la croissance à long terme. Intéressez-vous à l'immobilier locatif qui génère des revenus pendant que vous dormez. Si vous avez le profil, investissez dans une activité ou une entreprise créatrice de valeur. L'objectif est d'atteindre le point de bascule, ce moment où vos actifs génèrent assez de revenus pour couvrir vos dépenses. À partir de là, tout change. Vous ne travaillez plus par obligation, mais par choix. Et ça, c'est une sensation que l'argent dépensé en signaux ne pourra jamais acheter. Repensez à nos 4 personnages. Si Robert avait investi ne serait-ce que la moitié de ce qu'il a mis dans les rénovations de sa maison dans un simple fonds indiciel, il aurait aujourd'hui des centaines de milliers d'euros en actifs liquides pour sa retraite. Si Karen avait maintenu son style de vie au niveau de ses premiers revenus et investi chaque augmentation, elle serait financièrement indépendante depuis des années. Si Marcus avait consacré la moitié de son budget voyage à l'investissement, il aurait un portefeuille solide tout en ayant quand même des souvenirs magnifiques de 20 pays au lieu de 40. Et si Zoé transformait ses connaissances théoriques en actions concrètes, elle pourrait profiter de la magie des intérêts composés pendant 40 ans, ce qui la rendrait millionnaire bien avant la retraite. Je vais vous dire quelque chose qui risque de vous surprendre. Robert, Karen, Marcus et Zoé ne sont pas des perdants. Ce ne sont pas des gens stupides. Ce sont des gens normaux. Ils ont simplement fait ce que leur époque attendait d'eux. Et c'est justement ça qui est terrifiant. Parce que si vous ne changez rien à votre façon de faire, vous êtes en train d'écrire exactement la même histoire. Avec un prénom différent, certes, mais avec la même fin. Alors, voici ce que je vous propose. Un seul geste. Ce soir, pas demain, pas la semaine prochaine. Ce soir, ouvrez votre relevé bancaire du mois dernier. Prenez un stylo et marquez un S à côté de chaque dépense qui n'était qu'un signal. Le restaurant pour impressionner. Le vêtement pour l'image. L'abonnement que vous gardez juste pour le principe. Faites le total. Ce chiffre, c'est le prix exact que vous payez chaque mois pour le regard des autres. Et une fois que vous voyez ce montant noir sur blanc, il devient impossible de l'oublier. Si cette vidéo a changé votre regard sur l'argent, ne partez pas sans vous abonner. Parce que la prochaine vidéo ira encore plus loin. On parlera de la raison précise pour laquelle 90% des Français n'atteindront jamais la liberté financière, et ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Activez la cloche pour ne pas la rater. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Pas quelqu'un qui est déjà convaincu. Quelqu'un qui est encore en train de courir sur son tapis roulant sans même s'en rendre compte. Laissez-moi un commentaire pour me dire dans quelle génération vous vous reconnaissez le plus. Robert, Karen, Marcus ou Zoé. Et surtout, dites-moi quel signal vous allez arrêter d'envoyer dès aujourd'hui. Je terminerai avec une idée qui me tient à cœur. Dans 20 ans, personne ne se souviendra de la voiture que vous conduisiez. Personne ne se souviendra de la marque de vos vêtements ou du quartier où vous habitiez. Mais vous vous souviendrez très bien si vous êtes libre ou si vous êtes encore en train de courir. Les signaux s'effacent. La liberté, elle, reste. Choisissez ce qui reste.